Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je poursuis la lecture de L'appel de la forêt de Jack London et j'en étais au chapitre, je pense, 3, toujours. Voilà, je poursuis donc cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci. Les jours suivants, alors qu'on se rapprochait de plus en plus de Dawson, Buck continua à s'immiscer entre Spitz et les coupables. Mais il le faisait astucieusement quand François ne les surveillait pas. Avec la rébellion feutrée de Buck, un vent d'insubordination générale s'était levé et grandissait. Dave et Sollex n'en étaient pas affectés, mais pour le reste de l'équipe, tout allait mal en pis. Rien ne marchait plus droit. C'était des chamailleries et un tintamarre continuel. Il se tramait toujours quelques désordres. Et Buck en était l'origine. Il tenait François en haleine car le conducteur de traîneau appréhendait constamment la lutte à mort entre les deux chiens, dont il savait bien qu'elle aurait lieu tôt ou tard. Et plus d'une fois, la nuit, des bruits de disputes et de querelles entre les autres chiens l'arrachèrent à son sac de couchage, car il redoutait qu'il ne s'agît de Buck et de Spitz. Mais l'occasion ne se présenta pas d'elle-même, et ils entrèrent à Dawson par un morne après-midi. Le grand combat était encore à venir. Il y avait là beaucoup d'hommes et d'innombrables chiens. Et Buck les trouva tous au travail. Il semblait dans l'ordre des choses que les chiens dussent travailler. Toute la journée, leur long attelage parcourait dans les deux sens la rue principale et le soir, on entendait encore le tintement de leurs clochettes. Ils tiraient les rondins pour les cabanes ou du bois de chauffage, assuraient le transport jusqu'aux mines et faisaient toutes sortes de travaux qu'on confiait aux chevaux dans la vallée de Santa Clara. Ça et là, Buck rencontrait des chiens du sud, mais dans l'ensemble, la race sauvage du husky, croisée de loups prédominants, chaque nuit, à intervalles réguliers, 9 heures, minuit, 3 heures, on entendait s'élever leur chanson nocturne. Un chant mystérieux et sinistre que Buck, pour sa plus grande joie, entonnait avec eux. Avec l'embrasement froid de l'aurore boréale au firmament, les étoiles qui bondissaient dans leurs danses glacées et la terre engourdie et gelée sous son suaire de neige, cette chanson des huskies aurait pu être un défi à la vie. Mais elle était lancée sur le mode mineur avec de longues plaintes et des demi-sanglots, et elle constituait plutôt une supplication à la vie, l'expression de la douleur de l'existence. C'était une vieille chanson, aussi vieille que la race même. Une des premières chansons d'un monde plus jeune au temps où les chants étaient tristes. Elle était imprégnée par le malheur d'innombrables générations. Cette plainte qui remuait Buck de si étrange manière. Quand il gémissait et sanglotait, c'était avec la douleur de vivre qui était jadis celle de ses ancêtres sauvages, et avec la peur et le mystère du froid et de l'obscurité qui constituaient pour eux la peur et le mystère essentiel. Et le fait qu'il en fût remué prouvait bien son retour complet. Par-delà les âges du feu et du toit, au rude commencement de la vie, en ces âges où hurlaient les loups. 7 jours après leur arrivée à Dawson, ils descendirent la rive escarpée par des baraques jusqu'à la piste de Yukon et repartirent pour Dyea et Saltwater. Perrault transportait des dépêches, peut-être plus urgentes encore que celles qu'il avait apportées. En outre, l'orgueil du voyage l'avait saisi et il avait l'intention d'établir le record de vitesse de l'année. Plusieurs facteurs favorisaient son dessein. La semaine de repos avait permis aux chiens de récupérer et les avait mis en très bonne forme. La piste qu'ils avaient tracée dans la région était tassée et durcie par des voyageurs qui leur avaient succédé. En outre, la police avait aménagé en 2 ou 3 endroits des dépôts de nourriture pour les chiens et les hommes et on pouvait donc voyager sans lourd fardeau. Dès le premier jour, ils arrivèrent à la 60 Mile, après une course de 50 miles, et le second
Ils réussirent à remonter le Yukon à belle allure jusqu'à la Pelly. Mais cette moyenne splendide avait sa contrepartie. De graves ennuis et de gros problèmes pour François. La révolte insidieuse menée par Buck avait détruit sa solidarité de La révolte insidieuse menée par Buck avait détruit la solidarité de l'attelage. Ce n'était plus comme si un seul chien bondissait dans les traits. L'encouragement que Buck donnait aux rebelles les amenait à commettre toutes sortes de petites infractions. Spitz n'était plus un leader hautement redouté. Il ne restait plus rien du respect qu'il inspirait et peu à peu, ils défièrent tous son autorité. Un soir, Pike lui vola une moitié de poisson et l'engloutit sous la protection de Buck. Un autre soir, Dub et Joe se battirent avec Spitz et le firent renoncer à la punition qu'il méritait. Et même Billy, la bonne patte, avait moins bon caractère et ne gémissait plus de façon aussi apaisante qu'autrefois. Buck n'approchait jamais de Spitz sans gronder et se hérisser de manière menaçante. En fait, son comportement tenait du bravache. Et sous le nez même de Spitz, il se livrait à des fanfaronnades. Le relâchement de la discipline affectait également les relations des chiens entre eux. Ils se querellaient et se chamaillaient plus que jamais, au point qu'il y avait parfois au camp un charivari de hurlements. Dave et Sol Lex étaient les seuls à n'avoir pas changé, mais les disputes incessantes les rendaient irritables. François poussait d'étranges jurons barbares, tapait rageusement la neige du pied, mais en pure perte, il s'arrachait les cheveux. Son coup de fouet faisait toujours entendre sa chanson au milieu des chiens, mais il n'avait que peu d'effet. Dès qu'il avait le dos tourné, il recommençait. Il soutenait Spitz avec son fouet, mais Buck soutenait le reste de l'équipe. François savait qu'il était derrière tout ce désordre. Et Buck savait qu'il était au courant, mais il était trop malin pour se faire jamais reprendre la main dans le sac. Il trimait loyalement sous le harnais car le travail était devenu pour lui un plaisir. Cependant, il trouvait un plaisir encore plus grand à pousser sournoisement ses camarades à se battre et à embrouiller les traits. Au confluent de la Taquina, un soir, après le dîner, Dub dénicha un lièvre des neiges. Mais maladroit comme il était, il le manqua. En un instant, tout l'attelage cria à tue-tête. À 100 yards de là se trouvait un camp de la police du Nord-Ouest avec 50 chiens, tous des huskies, qui le prirent aussi en chasse. Le lièvre descendit le cours de la rivière à toute allure, tourna dans un petit ruisseau dont il entreprit de remonter le lit gelé. Il courait d'un pas léger à la surface de la neige alors que les chiens devaient user de toute leur force pour avancer péniblement. Buck menait la meute. 60 costauds, virage après virage, mais il ne put le rejoindre. Il courait ventre à terre, en poussant des gémissements d'impatience, et son corps splendide filait comme l'éclair à grands bonds dans la pâle blancheur du clair de lune. Et à grands bonds, telle une apparition glacée et livide, le lièvre des neiges fonçait devant lui. Tous ces frémissements des anciens instincts, acquis à des époques déterminées, poussent les hommes à quitter les villes bruyantes pour aller tuer dans les plaines et dans la forêt avec des grains de plomb à propulsion chimique, ce désir du sang, cette joie de massacrer. Tout cela, Buck le pressentait. Non, le ressentait, pardon. Seulement, c'était en lui infiniment plus profond. Il allait en tête de la meute, traquant l'animal sauvage, la viande vivante, pour la tuer de ses propres dents et tremper sa gueule jusqu'aux yeux dans du sang chaud. Il y a une extase qui marque l'apogée de la vie et en constitue le sommet indépassable. Tel est le paradoxe de l'existence. Cette extase survient quand on est le plus pleinement vivant, tout en l'oubliant complètement. Cette extase, cet oubli de la vie, saisit l'artiste élevé et emporté hors de lui-même dans un rideau de flammes. Elle saisit le soldat, fou de guerre sur un champ dévasté et refusant de faire quartier, et elle s'empara de Buck,
alors qu'il conduisait la meute, poussait l'antique cri du loup et fonçait derrière la nourriture vivante qui fuyait rapidement devant lui au clair de lune. Il sondait les profondeurs de sa nature et aussi d'autres éléments plus profonds, qui le ramenaient aux origines du temps. Il était sous l'emprise du pur déferlement de la vie, du raz-de-marée de l'existence, de la joie parfaite de chaque muscle, de chaque articulation, de chaque tendon particulier. Dans la mesure où c'était tout le contraire de la mort. Toute l'ardeur et l'exubérance qui s'exprimaient dans le mouvement et volaient avec exultation entre les étoiles au-dessus de lui et la surface de matière inerte sous ses pas. Mais Spitz, froid et calculateur, même dans les moments les plus intenses, abandonna la meute et prit un raccourci. Une étroite langue de terre, là où le ruisseau décrivait une vaste courbe, Buck ne s'en aperçut pas. Et alors qu'il suivait la courbe, et que le fantôme glacé du lièvre voltait encore devant lui, il vit un autre fantôme, plus grand, bondir de la rive en surplomb. Juste à l'endroit où passait le lièvre. C'était Spitz. La proie ne put faire demi-tour et lorsque les dents blanches lui brisèrent l'échine en pleine course, elle poussa un hurlement aussi fort qu'un homme frappé à mort. En entendant ce cri de la vie, précipité de son point culminant dans l'étreinte du trépas, la meute entière sur les talons de Buck entonna un chœur de joie infernale. Buck ne poussa pas un cri. Il ne s'arrêta pas, mais fonça sur Spitz, épaule contre épaule. En un élan si rude qu'il manqua la gorge, ils roulèrent l'un sur l'autre dans la neige poudreuse. Spitz se remit sur ses pattes, presque comme s'il n'avait pas été renversé. Taillada Buck au bas de l'épaule et s'écarta d'un bond. 2 fois ses dents s'entrechoquèrent comme les mâchoires d'acier d'un piège, alors qu'il reculait pour s'assurer un meilleur équilibre. Ses babines minces se soulevaient en un rictus et laissaient échapper des grondements. En un éclair, Buck comprit. Le moment était venu. C'était une lutte à mort. Alors qu'ils tournaient l'un autour de l'autre en grondant, les oreilles en arrière, intensément attentifs à prendre l'avantage, la scène donna à Buck une sensation de familiarité. Il lui semblait qu'il se rappelait tout cela. Les bois blanchis de neige, la terre, le clair de lune, le frisson de la bataille. Au-dessus de la blancheur et du silence régnait un calme fantomatique. Il n'y avait pas le moindre bruissement d'air. Rien ne bougeait. Pas une feuille ne tremblait. On ne voyait que le souffle des chiens qui s'élevait lentement et tardait à se dissiper dans l'air glacé. Ils n'avaient fait qu'une bouchée du lièvre des neiges, ces loups mal domestiqués. Et maintenant, ils étaient rangés en un cercle attentif. Le silence régnait aussi parmi eux. Seuls leurs yeux brillaient. Et leur haleine montait doucement dans les airs. Pour Buck, elle n'avait rien de nouveau ou d'étrange, cette scène du temps jadis. C'était comme si elle avait toujours existé et constituait le cours habituel des choses. Spitz était un lutteur entraîné, du Spitzberg à l'Arctique, à travers le Canada et les Barents. Il avait tenu tête à toutes sortes de chiens et était parvenu à les dominer. Sa rage était violente, mais jamais aveugle. Dans sa passion pour déchirer et détruire, il n'oubliait jamais que son ennemi était animé de la même passion. Il ne s'aventurait jamais avant d'être prêt à subir son assaut, n'attaquait jamais avant d'avoir d'abord paré à son attaque. C'était en vain que Buck s'acharnait à planter ses dents dans le cou du grand chien blanc. Partout où ses crocs cherchaient à atteindre la chair plus douce, ils étaient contrés par les crocs de Spitz. Le croc heurtait le croc. Les babines étaient déchirées et sanglantes, mais Buck ne pouvait prendre son ennemi au dépourvu. Alors il s'enflamma et enveloppa Spitz dans un tourbillon d'assaut. Maintes et maintes fois, il essaya d'atteindre la gorge blanche comme neige, où la vie bouillonnait juste sous la peau. Mais à chaque tentative,
Spitz le tailladait et s'échappait. Alors Buck repartait à l'assaut, comme s'il cherchait la gorge. Puis soudain, en reculant la tête et en faisant un crochet de côté, il amenait son épaule près de celle de Spitz, comme un bélier destiné à le renverser. Mais c'était l'épaule de Buck qui était déchirée à chaque fois, tandis que Spitz s'enfuyait d'un bond léger. Spitz restait indemne, alors que Buck ruisselait de sang et haletait durement. Le combat devenait désespéré. Et pendant tout ce temps, le cercle silencieux des demi-loups attendait d'achever celui des 2 chiens qui s'abattraient. Buck avait de plus en plus de mal à reprendre son souffle. Spitz repartait à l'assaut et le contraignait à chanceler pour garder son équilibre. À un moment, Buck fut renversé. Et le cercle entier des 60 chiens se dressa. Mais il se rétablit avant de toucher le sol et ils se rassirent pour attendre. Cependant, Buck possédait une qualité qui faisait sa grandeur, l'imagination. Il combattait d'instinct, mais il pouvait lutter aussi bien avec son intelligence. Il se rua sur son adversaire comme s'il essayait la vieille ruse de l'épaule, mais au dernier moment, il se plaqua au sol dans la neige. Ses dents se refermèrent sur la patte avant gauche de Spitz. Il eut un craquement d'os brisé et le chien blanc lui fit face sur 3 pattes. 3 fois, Buck essaya de le renverser. Puis il répéta sa ruse et lui cassa la patte avant droite. Malgré sa douleur et son impuissance, Spitz luttait comme un fou pour se maintenir debout. Il voyait le cercle silencieux avec les yeux brillants, les langues pendantes, les souffles argentés qui s'élevaient dans l'air, se refermer peu à peu sur lui, comme il avait vu dans le passé de semblables cercles se refermer sur des adversaires vaincus. Seulement cette fois, c'était lui le perdant. Il n'y avait pas d'espoir pour lui. Buck fut inexorable. La pitié était un luxe réservé aux contrées plus douces. Il manœuvra pour l'assaut final. Le cercle s'était resserré à tel point qu'il pouvait sentir les souffles des huskies sur ses flancs. Il pouvait les voir, derrière Spitz, et de chaque côté de lui, à demi ramassés pour bondir, les yeux fixés sur leur victime. Il sembla y avoir une pause. Chaque animal était immobile, comme pétrifié. Seul Spitz frissonnait et se hérissait. Il chancelait d'avant en arrière et grondait d'horribles menaces, comme pour faire fuir la mort imminente. Alors Buck se jeta sur lui puis se retira. Mais tandis qu'il bondissait, l'épaule avait enfin frappé en plein l'épaule. Le cercle noir devint un point sur la neige inondée de lune. Cependant que Spitz se disparaissait à la vue, Buck restait dressé, immobile, et observait en champion victorieux, en mâle dominant des origines qui a donné le coup de grâce, et a trouvé cela bon. C'est la fin de ce chapitre 3 et je vais arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et voilà, je vous souhaite une très bonne nuit ou une bonne journée. À très bientôt.